Hello YouTube, ici From Data to Big Data, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui. Ça fait un petit moment que je me suis pas connecté, effectivement j'ai eu un petit problème pendant un an. Donc je refais une nouvelle vidéo, celle-ci concerne Hadoop. En 2004, Google publie son fameux algorithme, le MapReduce, ainsi que son système de fichiers en cluster, le Google File System. Doug Cutting, qui travaille à cette époque sur le développement de Apache Lucene, décrit un article pour développer sa propre version, des outils en version open source, qui deviendra le projet Hadoop. En 2006, Doug Cutting rejoint Yahoo avec le projet Nudge. En 2008, Yahoo proposa Hadoop sous la forme d'un projet open source. En 2011, la version Hadoop 1.00 voit le jour. En 2012, nous voyons la version Hadoop 2 apparaître. Le petit éléphant que l'on voit sur Hadoop est le nounours de son fils. HDFS permet de stocker des fichiers de toutes sortes. Les fichiers sont sous forme de blocs de 64 mégabits pour Hadoop 1 et de 128 mégabits pour Hadoop 2. Cela signifie que si vous lisez un fichier de quelques kilooctets, celui-ci prendra l'espace d'un bloc, soit 128 mégabits. Et cela gênerait la performance. Il vaut donc mieux avoir des fichiers de grosse taille. Mais pourquoi cette évolution ? Je vais vous prendre un exemple. Imaginons qu'on doive lire 1 pétabyte. Cela ferait plus de 15 millions de blocs de 64 mégabits. Et cela gênerait le namenode. Or là, on divise par 2 le nombre de blocs. Je vous ai parlé de namenode. Ici, on va parler de namenode et de datanode. Le namenode est le directeur, c'est donc lui qui maintient le système HDFS. Tout passe par lui, c'est lui qui distribue les fichiers aux datanodes. Il s'occupe aussi de la réplication des données entre les différents datanodes. Il communique donc avec les datanodes, il écrit aussi beaucoup de métadonnées telles que l'identifiant des fichiers, le temps de création, le type de stockage. Mais alors, que se passe-t-il si le namenode tombe ? Il existe un secondary namenode qui vérifie toujours l'état du namenode et qui prend le relais si celui-ci tombe. Un datanode, aussi appelé un worker, va stocker la donnée que lui aura donnée le namenode. Si celui-ci tombe, on a quand même la donnée car elle est répliquée 3 fois par défaut. C'est aussi lui qui va réaliser tous les traitements. Requêtes SQL, Spark, enfin ce sont les travailleurs quoi. Mieux vaut avoir peu de datanodes puissants que beaucoup de datanodes faibles. À votre avis, pourquoi ? Car cela évite trop de communication avec le namenode. Enfin, il existe parfois un nœud nommé EdgeNode qui est en dehors du cluster. Celui-ci permet à l'utilisateur d'interagir avec le cluster. C'est sur nœud qu'il lance les requêtes, qu'il regarde ses données, qu'il lance ses Spark Summit et non sur les autres nœuds. Yarn, nommé Yet Another Resource Negotiator, il a pour rôle d'allouer les ressources du cluster. Je vais prendre un exemple tout simple. Vous avez un cluster et 400 utilisateurs qui l'utilisent en même temps. Le cluster est tout le temps saturé et certains utilisateurs devront attendre longtemps, très longtemps, voire le traitement ne passera jamais. Pour cela, on a inventé des queue-yarn. Chaque utilisateur ou entité possède sa propre capacité qu'il ne peut dépasser, comme cela, tout le monde peut travailler selon sa propre limite. Il est aussi capable d'allouer des ressources dynamiques. Par exemple, si une queue n'est pas utilisée et qu'une autre est saturée, il est capable d'utiliser la queue vide pour utiliser les traitements de la queue saturée. Nous allons voir que Hadoop possède beaucoup de services, mais comment savoir si ces services fonctionnent correctement ? Zookeeper est là pour nous aider. Il permet de vérifier que tous les services fonctionnent. De plus, il est scalable et extrêmement rapide. Ainsi, si l'un des services comme Hive ne fonctionne plus, il nous l'indique afin que nous puissions intervenir. Je vous ai présenté sur cette image plusieurs services, mais il y en a beaucoup d'autres. Lorsque vous stockez de gros fichiers sur HDFS, vous aimeriez pouvoir retrouver l'information. Hive est là pour ça, grâce à du HQL proche du SQL. Vous pouvez réaliser alors des tables et faire des requêtes proches du SQL. Mais attention, ce n'est pas à proprement parler une base de données. N'oubliez pas qu'on attaque des fichiers. Des fichiers de grosse taille, n'oubliez pas.
les blocs. On en a parlé juste avant. Lorsqu'on atteint un gros nombre de fichiers, on peut partitionner les fichiers, c'est-à-dire regrouper par entité ou par date afin que les requêtes les plus fréquentes qu'on interroge sur la partie partitionnée soient beaucoup plus rapides. Sur les schémas, je vous ai présenté un partitionnement par entité, mais on utilise souvent un partitionnement par date. Spark est une capacité de traitement extrêmement puissante. Je vous laisse regarder ma vidéo 6 pour plus de détails. Là, on va s'intéresser à OSI. OSI est un ordonnanceur capable de planifier des tâches, mais pas seulement. Il peut effectuer des tâches en parallèle ou en séquentiel. Il peut avoir une interface graphique pour simplifier la chose. On peut réaliser toutes sortes d'actions. Action Hive, action Shell, action HBase, une multitude d'autres actions. Le seul reproche que je peux donner à OSI, c'est qu'il effectue les actions sur n'importe quel nœud, et que l'on ne peut pas définir le nœud sur lequel l'action est effectuée. Ce que je vous conseille, c'est de former les équipes de maintenance à Kibana et à OSI, de sorte que votre ordonnanceur soit OSI, car il est puissant et réalisé pour Hadoop. Ici, je vous décris un Kibana qui surveille les jobs OSI et un exemple de job OSI avec des actions enchaînées Shell et Spark, parallélisées en même temps avec du Hive. Et voilà la fin de la vidéo. Si vous avez apprécié, mettez un pouce bleu et abonnez-vous et appuyez sur la petite cloche de notification. Et n'hésitez pas à aller voir mon site web. Il y a des actus quasiment tous les jours. Et j'espère vous revoir très vite et que la vidéo vous a plu. Au revoir.